Amis internautes et téléspectateurs fidèles à NSUP Media TV, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Auditoire, votre émission 100% entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler d'entrepreneuriat. Nous allons parler de fiscalité parce que bien sûr, qui dit entrepreneuriat dit formalité qui rime un peu avec fiscalité. Aujourd'hui, je reçois M. Yoroshi Merwad. M. Wad, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Abdelaziz, bonjour et merci de l'invitation. Alors, Monsieur Wad, vous êtes enseignant et chercheur à NSUP Afrique. Vous êtes aussi écrivain. Bien sûr, mes chers téléspectateurs vont se demander aujourd'hui un fiscaliste qui écrit en même temps. Et vous êtes aussi entrepreneur. Un parcours professionnel qui n'a sûrement pas été facile. Oui, merci. Bref, pour revenir un peu sur le parcours, je vais laisser un peu le cursus universitaire. J'ai démarré par des stages dans des cabinets d'expertise comptable avant d'intégrer une société qu'on appelle la SRH où j'étais chef comptable puis auditeur interne. À l'issue de ça, j'ai été chef de département juridique et fiscal d'un cabinet d'expertise comptable qu'on appelle Excellence Consulting Group. Et à l'issue de ça, j'ai préféré entrer dans l'entrepreneuriat en démarrant par le cabinet DW Consulting qui est devenu aussi aujourd'hui Allure Consulting, et qui est un cabinet vraiment de conseil en gestion et puis d'orientation aussi pour les étudiants, une continuité aussi de leur formation universitaire. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure lors de votre parcours, vous avez commencé par des stages, bien sûr, dans des cabinets de fiscalité. Donc, peut-être ce qui explique aujourd'hui cet amour pour la matière. Oui, en fait, comme je le dis très souvent, en fait, c'est un comptable en fait qui... J'ai su très tôt que les deux matières qui sont la comptabilité et la fiscalité étaient des matières qui étaient étroitement liées. Et c'est pour ça que j'ai anticipé. Si vous regardez mon parcours universitaire, j'ai eu un master en droit des affaires et fiscalité. Sachant que ma conviction, c'est que la comptabilité ne peut pas aller sans la fiscalité. Même si c'est deux matières qui sont distinctes, elles restent néanmoins étroitement liées. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'issue de mon diplôme supérieur comptable, j'ai eu à faire un master de droit des affaires et fiscalité. Et aujourd'hui, je parle des deux matières, la comptabilité et la fiscalité. Comme je disais tout à l'heure, ma conviction, c'est que pour être bon dans le monde professionnel, il faut être comptable et fiscaliste. Bien sûr, un amour qui a abouti à la création d'un cabinet, bien sûr, qui s'appelait DW Consulting, qui est devenu aujourd'hui Allure Consulting. Mais alors, ce changement de nom, peut-être une petite modification dans la spécialisation du cabinet? Non, en fait, c'est juste c'était dans une dynamique de formaliser le statut juridique parce que DW Consulting était une entreprise individuelle. Pour être beaucoup plus compétitif sur le marché, on a préféré mettre en place une SARL qui s'appelle Allure Consulting avec un ami. Et le nom, je pense que c'est très original. C'est un cabinet aujourd'hui de conseil en gestion orienté vraiment vers tout ce qui est comptabilité, fiscalité, l'évaluation de personnel, la conception de manuels de procédure, etc. Justement, quand vous parlez de manuel de procédure, quand vous parlez aussi de fiscalité, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler certes d'entrepreneuriat, mais vous êtes là en tant que consultant en fiscalité et comptabilité. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, quand on parle des formalités, on fait bien sûr référence à la fiscalité. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans mettre en avant l'environnement fiscal sur lequel l'entreprise évolue. Il va de soi de maîtriser vraiment, comme on le dit très souvent, quand vous êtes entreprise individuelle, si vous avez un seuil de chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions, tu es dans un régime qu'on appelle la contribution globale unique, qui a été instituée par la loi 2004-12 du 6 février 2004. Qui est un régime fiscal allégé, applicable à ces petites entreprises pour essayer de simplifier leur système d'imposition. Mais quand vous êtes société, vous êtes obligé de souscrire à des obligations annuelles, trimestrielles et mensuelles. Et là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le choix du statut juridique aussi est très important quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important aussi de prendre en compte l'environnement fiscal. Et surtout ces choix du statut juridique, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une contribution économique pour les petites entreprises. Donc qu'en est-il peut-être des grandes entreprises? Oui, les grandes entreprises sont obligées, comme je disais tout à l'heure, de souscrire à des obligations mensuelles, trimestrielles et annuelles. C'est parce que l'esprit, c'est de faire contribuer en fonction de votre revenu. C'est ça l'esprit de notre fiscalité. C'est un régime progressif.
Maintenant, pour une petite entreprise, c'était dans l'optique de les inciter à payer. C'est pourquoi en 2004, on a mis en place la CGI dans le but de simplifier le régime fiscal applicable à ces petites entreprises. Mais quand vous êtes une grande entreprise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans l'esprit de leur faire contribuer jusqu'à hauteur de tes revenus. C'est pourquoi ces entreprises souscrivent à des obligations mensuelles, trimestrielles et annuelles. Mais bien sûr, si on parle des grandes entreprises aujourd'hui, qu'en est-il du cas des multinationales au niveau du Sénégal? Oui, aujourd'hui, ces multinationales, en fait, contribuent à sont obligées de respecter les obligations fiscales comme les autres entreprises. Mais vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les praticiens déplorent, parce que généralement, ces multinationales, lorsqu'elles s'implantent au Sénégal, elles vont faire des choix stratégiques sur le plan fiscal, notamment d'aller s'implanter dans les paradis fiscaux. Je ne sais pas, peut-être revenir sur la définition d'un paradis fiscal. Un paradis fiscal, en fait, après les scandales de LuxLeaks et des Panama Papers, l'Union européenne a développé 4 critères pour pouvoir dire un pays est un paradis fiscal ou pas. C'est des pays à fiscalité nulle ou très faible, c'est-à-dire le régime d'imposition est quasi nul ou faible. C'est des pays qui n'ont pas un cadre réglementaire et législatif qui lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Ils ne luttent pas contre ces phénomènes. C'est des pays qui favorisent l'implantation de sociétés offshore, mais c'est des pays aussi qui ne collaborent pas en matière d'échange d'informations. Maintenant, le Sénégal en a signé. On a vu la convention fiscale qu'on a signée avec l'île Maurice. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont en train d'exploiter l'or et les mines, bref, étaient domiciliés dans ces paradis fiscaux pour venir faire, en fait, exercer une activité au Sénégal, rapatrier leur devise. Parce que le Sénégal a signé par exemple, une convention avec l'île Maurice. On sait que l'île Maurice est un paradis fiscal. Qu'est-ce que les entreprises, ces multinationales vont faire? Elles vont s'implanter en île Maurice, venir au Sénégal, réaliser des milliards de bénéfices, mais comme il y a la convention fiscale de non-double imposition, une entreprise immatriculée en île Maurice ne paye pas l'impôt sur les sociétés au Sénégal. Si ces multinationales ne vont pas payer d'impôt sur les sociétés au Sénégal, vous partez en île Maurice, le taux d'impôt sur les sociétés est nul. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des pratiques aussi que l'administration fiscale sénégalaise est en train de faire pour lutter contre ces transferts indirects aussi de bénéfices. C'est ce qu'on appelle les transferts de bénéfices. Si vous consultez les articles 17, 570 et 638, 639 du Code, ces articles parlent aujourd'hui de ce qu'on appelle les transferts pricing, ce qu'on appelle les transferts indirects de bénéfices. J'explique un peu le concept, c'est quoi? Vous avez par exemple Abdou Aziz, une multinationale. La maison mère est en France et il y a une filiale au Sénégal. Lorsque la maison mère vend à la filiale qui est au Sénégal, on regarde est-ce que le prix, ce n'est pas un prix excessif. Parce que si la maison mère vend à un prix excessif, c'est-à-dire le prix de pleine concurrence sur le marché international, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter les charges de la fille au Sénégal. Et si les charges de la fille augmentent au Sénégal, le bénéfice de la fille va diminuer et cette fille-là paye moins d'impôts au Sénégal. Mais pour contrecarrer ça, l'administration fiscale a posé des jalons pour qu'on puisse éviter ces types de pratiques. Mais il y a vraiment une problématique par rapport à la fiscalisation de ces multinationales, notamment il y a beaucoup de multinationales qui sont domiciliées dans les paradis fiscaux. Mais monsieur Wade, vu cette définition que vous avez donnée des paradis fiscaux, aujourd'hui on peut dire que le Sénégal, vu que les multinationales vont vendre aux filiales avec un prix excessif et que bien sûr les impôts sont amoindris, je veux dire, au niveau du Sénégal. Donc autant dire que le Sénégal est un paradis fiscal. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que ce phénomène-là, qu'on appelle les transferts indirects de bénéfices, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des dispositions du Code général des impôts qui l'ont prévu. Les articles 17, 570, 638 et 639 ne traitent que ça. Maintenant, même il y a la souscription d'obligations déclaratives. Le 31 mars, on doit faire une déclaration de prix de transfert. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans le commerce intergroupe, toutes les transactions qu'on a effectuées avec les filiales doivent être déclarées. D'accord? Donc, dans les sociétés mères filiales, bien sûr. Maintenant, ces transactions, lorsque c'est déclaré, on va essayer de voir est-ce que les prix qu'on pratique coïncident avec les prix sur le marché international. C'est là où on peut établir
est-ce qu'il y a un transfert indirect de bénéfices ou pas. Et aujourd'hui, les multinationales commencent à être conscientes de ça, parce qu'il y a des redressements fiscaux qu'on voit dans le monde professionnel. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes toujours dans votre chaîne NSUP Media TV et que vous suivez votre émission L'Auditoire avec M. Yoroshima Awad, qui est consultant en fiscalité et comptabilité. M. Awad qui nous a donné tout à l'heure, bien sûr, quelques articles qu'on peut consulter. Mais vu qu'on parle toujours des multinationales, qu'en est-il de l'évolution des textes? Oui, en fait, il y a une évolution des textes. Il y a quand même, en 2004, la réforme de 2004 a quand même réglé beaucoup de problèmes. Parce que quand on consulte l'article 4 de la dite réforme, il y a le principe de territorialité. Maintenant, on dit tous les bénéfices réalisés sur le sol sénégalais est imposable à l'IS au Sénégal. Ça, c'est un problème qu'on a réglé en 2004. Maintenant, il y a toujours des insuffisances des textes, mais avec l'évolution du temps, on voit que l'administration fiscale est en train vraiment d'améliorer la qualité du dispositif fiscal. Maintenant, il y a toujours des choses à améliorer. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a toujours des critiques qu'on peut sortir, mais je pense qu'il y a une évolution, à mon sens. Mais, Monsieur Wade, aujourd'hui, si on parle de l'évolution des textes, pourquoi la suppression de la patente et bien sûr l'adoption de la selle? Ok, en fait, d'abord, revenons un peu sur la patente. En fait, c'était un impôt très dangereux. Parce que la patente était un impôt qu'on a hérité du système colonial, mais c'était un impôt anti-économique. Parce que pour la patente, surtout pour les industriels, plus tu investis, plus tu payes. C'était un impôt très dangereux. Maintenant, nous, quand les Français ont supprimé la patente en 1975 pour mettre en place la taxe d'habitation et la taxe professionnelle, nous, c'est au moment où les Français l'ont supprimé de leur côte, nous, on l'a adopté, malheureusement. Et les Français ont tenu avec la taxe professionnelle et cette taxe d'habitation jusqu'en 2010. C'est à partir de 2010 qu'ils sont réformés pour mettre un impôt qu'on appelle la contribution économique territoriale. Nous, c'est par la loi 2018-10 du 30 mars 2018 qu'on a procédé à la suppression de la patente. Donc, c'est récent, c'est en 2018, et l'adoption de la selle. Et comme on dit, la selle est un impôt meilleur que la patente, mais malheureusement, on l'a copié encore de la France. C'est la CET qu'on a copié pour mettre à la place de CET. Au lieu de mettre territorial à la fin, nous on a mis local. C'est juste la différence. Mais malheureusement, on l'a mal copié. Parce que la selle, quand même, il y a des insuffisances par rapport à la selle. Et mieux, pour le justifier, on l'a adopté en 2018. Mais entre 2018 et maintenant, la selle a été réformée plusieurs fois. Par exemple, la loi 2020-33, la dite loi a modifié quand même beaucoup de choses par rapport à la selle, notamment pour les établissements touristiques et les établissements hôteliers, mais aussi pour les sociétés de prépondérance immobilière. La selle sur la valeur locative a été vraiment modifiée. D'accord? Donc, comme on dit, hein, la patente, c'était un impôt, bref, qu'on a hérité de la colonisation, mais c'était un impôt anti-économique. D'accord, qu'on a hérité, mais qu'on a quand même un peu essayé de réformer, vu qu'on n'a pas pris le T, mais le L à la place. Non, en fait, ça, c'est par rapport à la selle, hein. La selle, on l'a copié de la CET en France, de la contribution économique territoriale qui existe en France, et on l'a copié. Mais maintenant, la selle, il y a trop de non-dits, il y a beaucoup de problématiques, notamment. Parce que quand vous allez voir le texte français, là-bas, il est clair. Par exemple, pour la selle valeur locative, il est clairement dit que c'est des immobilisations de nature immobilière installées sur le sol français. Mais ici, on laisse une polémique aujourd'hui pour dire est-ce que, par exemple, une entreprise sénégalaise qui dispose d'un immeuble dans un autre pays, est-ce que cet immeuble est imposable au Sénégal? Mais les praticiens savent que, bref, les praticiens savent qu'aujourd'hui, la selle est un impôt communal et territorial. Donc, un immeuble qui n'est pas installé au Sénégal ne doit pas, a priori, payer la selle au Sénégal. Mais, comme on le dit, la fiscalité n'est pas un problème de logique ni de raisonnement. C'est des textes, mais on attend la position de l'administration fiscale par rapport à cette question. C'est des textes, mais surtout, c'est quand même un peu technique, surtout pour les gens qui nous regardent aujourd'hui à travers NSUP Media TV. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelques insuffisances par rapport à la selle. Est-ce que vous pouvez un peu revenir, un bref survol sur ces insuffisances-là? Oui, par exemple, comme la selle, il y a deux contributions. Il y a la contribution indexée sur la valeur locative et il y a une contribution basée sur la valeur ajoutée. Par exemple, pour la selle VL,
Sur la CELVL, comme je disais, l'administration n'a pas donné encore sa position par rapport aux immeubles installés hors du territoire sénégalais. Pour la CELVA, quand on prend la VA pour les VA fiscales pour les autres entreprises qui ne sont pas des banques ni des assurances, il y a un non-dit par rapport aux autres charges de gestion courante. Parce que quand on prend, par exemple, pour les assurances et les banques, le texte est clair. Le texte là-bas nous dit les frais généraux à l'exclusion du loyer des biens de plus de 3 mois et des frais de personnel. Mais quand on est dans les autres entreprises qui ne sont pas des banques et des assurances, là-bas, on nous dit, point, les autres charges de gestion courante. Mais mon avis sur cette question est clair. Moi, je ne distingue pas là où le législateur n'a pas distingué. Pour moi, ma conviction, les charges de personnel, c'est des charges de gestion courante à intégrer dans les charges déductibles à enlever dans le calcul de la CELVA. D'accord? Mais bref, c'est trop de non-dits par rapport à cet impôt, mais maintenant, on va le laisser dans le compte, sur le compte que c'est un impôt nouveau dans le dispositif fiscal sénégalais, mais peut-être avec le temps, on va améliorer. D'accord. Oui. En tout cas, une analyse très pertinente. En plus, aujourd'hui, on a essayé de combiner fiscalité, bon, impôts et les entreprises. Mais M. Wade, aujourd'hui, nous n'allons pas terminer sans parler de votre livre, La brique pratique fiscale. Donc, parlez-nous un peu de votre ouvrage, M. Wade. Ok, merci d'abord. La brique, c'est comme un bâtiment en construction. Notre conviction, c'était, en fait, de cibler trois niveaux. Notre lecture, c'était en 3 strates. La première strate, c'était d'abord les étudiants. On s'est dit que quand même, il y a des cas d'école qu'on va mettre en place. La deuxième strate, c'était de voir l'entreprise, c'est-à-dire les pratiques. C'est pourquoi dans les déclarations, après chaque chapitre, on a eu de faire des cas de déclaration d'entreprise. La troisième strate, c'était de dire 2 choses, les points de redressement récurrents et les bonnes pratiques. Pourquoi les points de redressement récurrents? Parce que beaucoup de praticiens, vous faites des choses. Par exemple, je prends de la fiscalité sur les salaires. Quelqu'un vient te dire, je suis marié, j'ai des enfants, etc. Bref, il n'y a pas une tenue des dossiers de personnel à jour. Vous recevez un contrôle fiscal, c'est sûr que si tout nombre de parts injustifiées sera rejeté par l'administration fiscale. Donc, dans les bonnes pratiques, on a indiqué tout ça. Par exemple, sur l'impôt sur les sociétés, les points de redressement récurrents, les bonnes pratiques, la TVA de même. Donc, on a essayé de passer en revue les 723 articles du CGI en prenant aussi d'autres textes fiscaux, notamment le code des investissements, le code minier. D'accord? Donc, c'est un livre de 441 pages qu'on a séparé en 4 parties. La première partie, c'est la fiscalité directe. La deuxième partie, la fiscalité indirecte. La troisième partie, les droits d'enregistrement et les droits de timbre. Et la quatrième partie traite le régime du contrôle, du contentieux et des procédures fiscales. Donc, c'était ça l'état d'esprit. Il y a des cas corrigés, il y a des exercices pour des étudiants. Il y a aussi ce que je disais, les bonnes pratiques et les points de redressement récurrents. Voilà. D'accord. En tout cas, un ouvrage que nous voulons vous faire découvrir à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez à travers NSUP Media TV. Mais si je ne me trompe pas, M. Wade, ce n'est pas la première édition. À chaque fois, il y a un petit changement au niveau du livre. Ce qui est dû à quoi? Non, en fait, c'est des changements qui sont obligatoires parce que les textes fiscaux ne restent pas figés au Sénégal. Tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, pour la selle, on l'a adopté en 2018. Il y a plusieurs réformes. Par exemple, pour la loi de 2020-33, la loi des finances de 2021, il y a eu beaucoup de modifications, notamment pour l'imposition à la selle des établissements hôteliers et touristiques et l'imposition à la selle des sociétés de prépondérance immobilière. Ça, c'était des choses à intégrer. Maintenant, pour la TVA, aujourd'hui, il y a la problématique de la déductibilité de la TVA pour compte pour les prestataires étrangers. Maintenant, il y a une nouvelle conception qu'ils ont développée pour dire que maintenant, si tu dois déduire la TVA pour des prestataires étrangers, dans ce cas, il faut que l'opération soit une transmission de savoir-faire définie par un arrêté ministériel. Et tout ça, c'est des points qu'on a eu à intégrer sur l'ouvrage pour pouvoir quand même être au diapason des nouveaux changements. En tout cas, une mise à jour, on va dire, qui est en adéquation avec les textes fiscaux qui sortent, mais peut-être une petite influence par rapport au prix. Est-ce que ça devient plus cher ou ça reste toujours le même prix? Non, en fait, c'est un ouvrage qu'on vend à 15 000 francs parce que, tenu du contexte du pays,
Bref, je ne vais pas être là à vendre l'ouvrage ou faire autre chose. Bref, mais j'ai beaucoup de bons retours quand même par rapport à des praticiens et même des étudiants qui l'ont acheté. Mais un point très important à souligner, je ne l'ai pas dit, l'élaboration en fait de cet ouvrage dans les différentes éditions a nécessité l'assistance d'étudiants d'ENSUP Afrique. Je remercie, pour ne pas citer leur nom et oublier que certaines personnes qui sont aujourd'hui même certains dans le monde professionnel et dans des cabinets. Et c'est encore une fois des fiertés pour l'école et pour moi-même. Je les remercie. Comme je dis, quand je parle d'eux, je parle avec une grande émotion parce que en fait, c'est des personnes en réalité qui ont contribué vraiment à la qualité de cet ouvrage. Maintenant, par rapport à l'accessibilité, est-ce que vous avez des points de relais? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre? Maintenant, pour me joindre, vous tapez le 77 501 50 68. Sur ce numéro, vous pouvez avoir l'ouvrage. Monsieur Wade, par rapport à la recommandation du livre, est-ce que vous le recommandez seulement aux fiscalistes, sinon aux entrepreneurs? Parce que, comme on dit, la méconnaissance d'une règle fiscale ne peut être valable pour tout contribuable qui viole la réglementation. Bien sûr, ce qui va conduire à des sanctions. Donc, autant tout le monde l'acheter et connaître ses droits. Oui, c'est une conviction. Au-delà du livre, ça, c'est le fameux adage, nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes fiscaliste, vous êtes comptable, vous êtes tenu en fait d'être au diapason des pratiques fiscales de votre pays. Parce qu'on ne peut pas entreprendre ou diriger une entreprise sans méconnaître l'environnement fiscal de l'entité. Bon, ça, c'est ma conviction. Maintenant, c'est une recommandation pour toutes les personnes pour élargir plus mon marché, quoi. Mais c'est ça aussi la réalité, en fait. C'est ça la réalité, au-delà. Alors, pour élargir le marché de Monsieur Wade, mais non, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il vous recommande le livre, il n'y a pas vraiment de cible déterminée. Monsieur Wade, vous êtes entrepreneur, vous êtes professeur, donc vous avez sûrement été en contact avec des jeunes, ou bien vous avez même travaillé avec des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, quel est le message que vous souhaitez véhiculer, que vous souhaitez dire à ces jeunes-là qui s'y lancent? Oui, je les encourage d'abord parce qu'entreprendre dans notre environnement, c'est un peu complexe. Mais il ne faut jamais laisser, il faut toujours se sublimer pour atteindre ses objectifs. Parce que l'entrepreneuriat, comme on dit, le début, il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Mais il va de soi toujours de se sublimer et d'être quand même vraiment dans un bon état d'esprit et d'être déterminé à atteindre ses objectifs. En tout cas, un message qui est bien passé. J'espère que vous, chers téléspectateurs qui nous regardez à travers ENSUP Media TV, vous avez bien saisi le message, et que vous allez essayer de suivre à la lettre les conseils de M. Wade. M. Wade, avant de clôturer l'émission, aujourd'hui on parle de fiscalité, un domaine vraiment très large et un peu technique aussi. On ne peut pas tout dire aujourd'hui sur le plateau. Et avant de se quitter, peut-être un dernier mot, des remerciements. Ok, mais mes remerciements aussi vont à l'endroit du directeur général d'ENSUP qui m'a assisté dans le tirage de cet ouvrage. Si vous voyez même l'avant-propos du livre, c'est lui-même qui a eu à le développer. Je le remercie de l'assistance. Aussi, je remercie mes collègues professeurs qui m'ont beaucoup aidé. Il y a beaucoup de parties. Par exemple, quand vous prenez la partie douane, sur les dédouanements, etc. J'ai eu à consulter des professeurs de douane, des professeurs de logistique comme M. Dram et M. Diaye. C'est une occasion de les remercier, de remercier aussi mon collègue M. Diallo qui m'a aidé dans la relecture du livre, etc. Merci. En tout cas, l'équipe ENSUP Media TV vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir fidèlement suivi votre émission L'Auditoire. On se donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro avec, bien sûr, un autre entrepreneur. À bientôt.